La gentillesse n'a pas besoin d'audience. Le gala était censé être parfait. Les lustres en cristal répandaient leur lumière comme du champagne. Les rires résonnaient dans l'atrium vitré du grand pavillon. Les serveurs se faufilaient parmi la foule avec des flûtes de vin mousseux, tandis qu'un trio de jazz adoucissait l'atmosphère avec élégance. C'était la nuit où Emily Hart s'était battue pour obtenir un contrat de 10 millions de dollars afin d'étendre la technologie de gestion immobilière de son entreprise à 7 nouvelles métropoles. À 20h42 précise, elle reçut le message. La société partenaire se retirait avec effet immédiat. Une déclaration suivrait. Ses doigts se crispèrent autour de son téléphone. Elle se tenait seule près de la balustrade en verre, les yeux balayant la foule à la recherche de leurs partenaires attendus, qui étaient introuvables. Puis vint le deuxième coup dur. Derrière elle, quelqu'un murmura juste assez fort. Peut-être ne voulait-il pas signer avec un robot. Quelques rires ont suivi. Emily ne s'est pas retournée. Elle n'a pas bronché. Elle a simplement levé son verre et bu une gorgée. Mais le vin avait un goût acide. Plus tôt dans la journée, à 15h07, David Hale, avait-elle dit d'un ton sec, debout devant le panneau de l'ascenseur qui, une fois de plus, ne répondait pas au 27e étage. Vous étiez le technicien de service. Expliquez-moi. David, toujours vêtu de son uniforme gris et de sa ceinture à outils en bandoulière, s'était avancé sans détour. C'était un défaut du micrologiciel provenant de la mise à jour du fournisseur. J'aurais dû effectuer un deuxième diagnostic plus tôt. Vous auriez dû le signaler avant que quelqu'un ne reste coincé à l'intérieur pendant 9 minutes. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas souligné qu'il n'était intervenu que pour remplacer un sous-traitant qui était tombé malade. J'assume l'entière responsabilité, madame. Ce n'était pas la première fois que David Hale protégeait les autres en gardant le silence, avalant les conséquences comme des aspirines. Emily avait noté sur sa tablette « Fiabilité du service de nuit » pour les RH. De retour au gala, l'horloge approchait de minuit et Emily Hart, la PDG inébranlable, la femme qui avait autrefois négocié un rachat avec une salle remplie d'avocats sans dormir, se trouvait au bord d'un cauchemar en matière de relations publiques. La presse avait eu vent des retombées de dernière minute. Un homme mince avec un badge de tabloïd tournait déjà autour. Elle sortit. Il la suivit. « Vous semblez un peu pâle, Mademoiselle Hart, » dit-il, feignant l'inquiétude, un sourire aux lèvres. La grande soirée ne s'est pas déroulée comme prévu. Elle ne répondit pas. Ses talons claquaient sur le marbre tandis qu'elle traversait la sortie arrière pour rejoindre le calme du parking derrière la salle. L'air y était plus frais, du béton et le clair de lune, le bruit de sa respiration. Elle était seule, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Mademoiselle Hart. La voix était calme, basse et familière. David Hale se tenait à quelques pas d'elle, un sac à outils en bandoulière. Son service de nuit avait commencé à 22h. Il se rendait à l'unité de climatisation lorsqu'il avait aperçu une silhouette familière sur l'écran de sécurité. Quelqu'un titubait dans l'obscurité entre le 2e et le 3e étage. Devant lui se tenait désormais sa patronne, pieds nus, en robe de chambre, le mascara coulante, le regard trouble, clairement hors d'elle-même. « J'avais juste besoin d'air », marmonna-t-elle. Puis elle vacilla. David la rattrapa avant qu'elle ne heurte le béton. « Pas de caméra », articula-t-elle. Il leva les yeux. Trop tard. Une caméra de sécurité avait détecté un mouvement et clignotait en rouge. Elle avait probablement filmé le moment précis où il l'avait soulevée dans ses bras. Il ne paniqua pas. Il tourna simplement le dos à la caméra, protégeant son visage, et marcha d'un pas assuré vers la sortie latérale du garage. Dehors, les paparazzis se déplaçaient rapidement. David installa doucement Emily sur le siège passager d'un véhicule de covoiturage qu'il avait appelé depuis son téléphone. Il plaça une bouteille d'eau chaude dans le porte-gobelet, sortit 2 comprimés de vitamines de son sac, prit le carnet dans la poche de son manteau et déchira une page. Il griffonna. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, sois simplement gentille. » Il plia la feuille, la glissa à côté de la bouteille d'eau, puis, sans un mot, il ferma la porte et regarda la voiture s'éloigner dans la nuit. Il ne laissa pas son nom, il ne prit pas de photos. Il retourna simplement dans le bâtiment pour terminer son service. Ce que David ignorait, c'est qu'un jeune gardien nommé Nate avait accès aux images en direct de la caméra. Nate, curieux et maladroit, téléchargea un clip de 12 secondes montrant la silhouette d'un homme portant une femme en robe de soirée vers une voiture banalisée. Il l'enregistra sous le nom Gayla Drop-Off Point Est 1 MPP4 sur un disque partagé, avec l'intention de le supprimer plus tard. Il oublia. À 2h23 du matin, Emily s'est assise dans son lit, la bouche sèche,
la mémoire embrumée, mais elle se souvenait de bras chaleureux, d'une voix calme et d'un mot. Elle a tendu la main vers sa table de chevet où reposait le papier plié, l'encre légèrement maculée. Ce n'étaient pas seulement les mots. C'était l'écriture, forte, légèrement inclinée, authentique. Il ne disait pas « tu es pardonné ». Il ne disait pas « ne t'inquiète pas ». Il disait simplement « sois gentille ». Et pour la première fois depuis des années, les doigts d'Emily Hart tremblèrent légèrement, non pas de peur ou d'émotion, mais à cause de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. De la compassion peut-être, de la gratitude peut-être, de l'humilité peut-être. Elle ouvrit son ordinateur portable, examina le planning interne des équipes du bâtiment et cliqua sur les journaux. David Hale, l'homme qu'elle avait réprimandé quelques heures plus tôt. L'homme qui aurait pu la filmer, l'exposer et vendre son image pour faire la une des journaux. Au lieu de cela, il lui avait donné de l'eau et était parti. Quelque part dans le bâtiment, une vidéo silencieuse clignotait à nouveau en rouge, n'enregistrant rien d'autre que des couloirs tranquilles. Mais une tempête s'était déclenchée. Pas un scandale, mais un changement. Une histoire différente commençait, et ni Emily ni David ne savaient à quel point ce simple acte de gentillesse discrète allait avoir des répercussions. Mais les caméras avaient capturé quelque chose, et quelqu'un regardait. On frappa à la porte plus tôt que prévu. David était en train d'accorder sa guitare, la lumière du matin filtrant à travers les stores du petit salon. Sophie, toujours vêtue de son pyjama licorne, était assise en tailleur à côté de lui, démêlant ses cheveux emmêlés avec toute la concentration d'un ingénieur de la NASA. Dans la cuisine, le grille-pain avait oublié de sortir les toasts. La sonnette retentit à nouveau, d'un ton ferme et décidé. « Papa, tu n'attends personne », dit Sophie en penchant la tête. David n'attendait personne, mais il avait un pressentiment étrange. Il posa doucement sa guitare et se dirigea vers la porte. Lorsqu'il l'ouvrit, Emily Hart se tenait là. La même femme, mais avec une énergie différente, sans talons, sans robe de soirée, juste un blazer impeccable sur une chemise blanche, un jean et des baskets qui semblaient trop neuves pour être confortables. Ses cheveux bruns étaient tirés en arrière avec soin, mais sans rigidité. Elle ne tenait rien d'autre que son téléphone et un sac en papier provenant de la boulangerie au bout de la rue. « Bonjour », dit-elle. David cligna des yeux. « Madame Emily », se corrigea-t-il rapidement. « Tout va bien ? » « Je pense que oui, » répondit-elle. « Je peux entrer un instant ?» Sophie, désormais derrière David, jeta un œil par-dessus son épaule. « Je me souviens de vous, » murmura-t-elle. « Vous étiez sur le canapé hier soir. Vous sentiez le vin, » avertit gentiment Sophie David. Émilie ne broncha pas. Elle s'accroupit légèrement pour se mettre à la hauteur de Sophie. « Tu as raison, » dit-elle. « Et je suis désolée que tu aies vu ça. » Sophie haussa légèrement les épaules. Les adultes aussi peuvent se comporter de manière inappropriée. Émilie croisa le regard de David. Une enfant pleine de sagesse. Ils s'assirent sur le canapé usé, le sac de la boulangerie entre eux, contenant 2 croissants aux amandes et une serviette pliée. David n'avait pas touché à son toast. La machine à café gargouillait derrière eux, comme si elle leur en voulait d'avoir été laissée de côté. Je m'en souviens un peu. Émilie commença à tracer du doigt le bord de la tasse qu'il lui avait tendue. Des bribes de la nuit dernière. Pas assez. Mais le mot qui restait. David resta silencieux. Sa fille était retournée coloriée au comptoir de la cuisine, écouteurs dans les oreilles, en écoutant l'un de ses livres audio. Je l'ai retracé à travers les registres de service. Émilie continua. L'écriture. Elle me semblait familière. J'ai vu vos rapports de sécurité. Toujours manuscrits, soignés, précis. Je n'essayais pas de faire passer un message, dit David. Je sais. Elle le regarda. C'est ce qui comptait. Pendant un instant, le seul bruit était le doux grattement d'une piste de guitare préenregistrée dans les écouteurs de Sophie. Puis, Émilie expira à propos de l'incident de l'ascenseur. « Je n'aurais pas dû m'énerver. Tu as couvert quelqu'un d'autre, n'est-ce pas ?» David acquiesça légèrement. Le technicien du fournisseur est parti en plein milieu de son service parce que son enfant était malade. Je ne voulais pas qu'il soit sanctionné. Je l'ai fait quand même. Tu protégeais l'entreprise. Je comprends. Elle baissa les yeux. Mais j'ai eu tort. Je n'ai pas demandé. J'ai juste supposé. David se redressa sur son siège, non pas parce qu'il était mal à l'aise, mais pour recentrer la conversation. « Ce n'est pas à propos de ce qui s'est passé hier soir, n'est-ce pas ?»« Non, » admit Émilie. « Je ne suis pas ici pour te remercier avec un gros titre ou une promotion. »« Tant mieux, » dit David avec un léger sourire. « Parce que ça aurait été gênant. » Elle lui rendit son sourire. Juste un clin d'œil, réel. « Je suis ici parce que, pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie humaine.
Et je voulais te le dire en face. Il y eut un silence, pas tendu, pas pesant, juste deux personnes assises dans le calme du petit matin. « Laisse-moi clarifier quelque chose », ajouta Émilie, reprenant son ton professionnel. « Gardons cela entre nous. Pas de favoritisme, pas de visibilité. Je me récuserai de tout ce qui concerne ton rôle au niveau des ressources humaines. Je veux respecter la ligne. » David acquiesça. « Je vous en suis reconnaissant. » Derrière eux, un accord doux résonnait dans les écouteurs de Sophie. Quelque chose de doux, une berceuse. David l'a reconnue. C'était la même qu'il avait jouée ce matin-là pour la calmer avant l'école. Il se leva, se dirigea vers la guitare et la prit. « J'utilise la musique pour aider Sophie à réguler ses matinées », expliqua-t-il. Émilie se tourna légèrement. « Ça marche toujours ?» « La plupart du temps. Elle aime le rythme, la prévisibilité. Certains enfants aiment les couvertures lestées. Sophie aime les arpèges. » Il commença à jouer une douce progression. Rien d'ostentatoire, juste une gamme ascendante chaleureuse. Sophie tapait du doigt en rythme avec son marqueur. Émilie le regardait jouer, et pendant un instant, son expression s'adoucit. « Ma fille, Mia, dit-elle lentement. Elle est aussi autiste, niveau 1. Elle est intelligente verbalement, mais ses matins sont imprévisibles. » David acquiesça sans l'interrompre. Elle est submergée par les lumières, le bruit, les choix pour le petit déjeuner, tout en fait. On m'a conseillé d'essayer les minuteries, les tableaux d'images, les listes de contrôle matinales. Ça aide, proposa gentiment David. Mais rien ne vaut la cohérence, et la musique peut être une sorte de ciment. Émilie fixa la guitare dans ses mains. Vous croyez ? Seriez-vous disposé à me montrer quelques techniques que je pourrais essayer ? Juste en matière de musique ? David marqua une pause. Seulement si c'est par votre intermédiaire. Pas de contact direct avec Mia. Les limites sont importantes. Bien sûr, répondit Émilie, presque soulagée par sa clarté. Merci, dit-elle en se levant pour partir. Sophie s'approcha et tendit à Émilie un autocollant en forme de note de musique, violet et scintillant. Pour toi, dit la jeune fille, au cas où tu aurais encore peur. Émilie prit l'autocollant comme s'il était en verre. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle cligna rapidement des paupières. Merci, Sophie. Alors qu'elle sortait, David la suivit jusqu'à la porte. Le soleil était maintenant complètement levé, éclairant l'allée d'une douce lueur. Émilie se retourna une fois avant de monter dans sa voiture. « Je n'étais pas seulement dans un état pitoyable hier soir, dit-elle. J'étais fatiguée de prétendre que tout allait bien. Tu m'as rappelé que je n'étais pas obligée de le faire. » David la regarda en silence. « Tu t'es rappelé toi-même. » Elle sourit et pour la première fois depuis des années, Émilie Hart ne se sentait pas comme un robot. Elle se sentait comme quelqu'un qui avait été vu, non pas pour ses erreurs, mais pour sa gentillesse. L'invitation était courte, une ligne, sans émoticône. Café en bas, 10 minutes, sans engagement. David fixait le texte comme s'il risquait de s'auto-détruire. Il s'était presque convaincu que leur étrange rencontre matinale resterait unique, un moment d'humanité rapidement enseveli sous la hiérarchie et la politique. Mais Émilie Hart, apparemment, n'ensevelissait plus les choses. Alors, il s'est présenté. 10h01, lobby café, même bâtiment. 2 gobelets en papier, 2 chaises à l'écart du passage. Elle était déjà là, sans blazer, les manches retroussées. Elle hocha la tête lorsqu'il s'approcha, ni formellement, ni de manière décontractée. Si vous avez ressenti le rythme tendu de cette rencontre silencieuse, laissez un « j'aime ». Le tempo de l'histoire va bientôt s'accélérer. Quelque part entre les deux, là où se trouvent les vraies personnes lorsqu'elles cessent de faire semblant. « Je n'étais pas sûre que vous viendriez », dit-elle. « Je n'étais pas sûre que vous étiez sincère », répondit-il. Elle lui tendit le café qu'elle avait déjà commandé. Noir, sans sucre, devina-t-il. Il but une gorgée. Tu as deviné juste. Ils s'assirent dans un silence qui n'était pas gênant. Le genre de silence qui laisse l'air s'installer entre deux personnes qui portent plus qu'elles ne le montrent. Puis elle aborda le sujet. J'ai beaucoup réfléchi au bruit. David haussa un sourcil. Nos bâtiments, expliqua-t-elle. Le bourdonnement des systèmes de climatisation, le ding des ascenseurs, le bourdonnement du sol, juste assez pour être perçu inconsciemment. Pour la plupart des gens, c'est un bruit de fond. Pour des gens comme Mia, comme votre fille, c'est 1000 alarmes par jour. David acquiesça lentement. Vous n'avez pas tort. Je veux tester quelque chose. Elle poursuivit. Un patch d'atténuation du bruit au niveau du système, des filtres à basse fréquence. J'ai les données du fournisseur, mais j'aimerais avoir votre avis avant de le proposer. David cligna des yeux. Vous voulez mon avis ? Je veux votre expertise, corrigea Émilie. Vous avez vécu le travail de nuit. Tu as entendu les choses que nous faisons semblant de ne pas entendre.
Cette phrase fit son effet. La plupart des cadres que David avait rencontrés ne se souvenaient de l'existence du personnel de nuit que lorsque quelque chose tombait en panne ou que quelqu'un se plaignait. Émilie ne se contentait pas de se souvenir. Elle écoutait. « J'ai quelques idées, dit-il. La plupart commencent par des audits préventifs et un meilleur calibrage des capteurs. Bien, dit-elle. Mets-les dans un email. Contourne la chaîne hiérarchique. Envoie-les-moi directement. » David hésita. Cela pourrait éveiller les soupçons. « C'est le cas, a dit Émilie. C'est pourquoi je me retire de ta chaîne d'évaluation. Les RH l'ont signalé hier. L'AIA met en place une surveillance alternative. » David a expiré sans s'en rendre compte. « Et ça... Merci. On a dit ça aussi si. » La conversation a ensuite dérivé vers leur fille. Comment Mia commençait à fredonner doucement lorsqu'elle était anxieuse. Comment Sophie trouvait du réconfort dans les ombres chinoises. Émilie écoutait vraiment, prenant quelques notes sur une serviette. Elle ne posait pas de questions personnelles, ne dépassait pas les limites. Elle restait humaine. Plus tard dans la semaine, le jeudi après-midi, à 16h15, David était chez lui en train de réparer un circuit défectueux lorsque son téléphone a vibré. Un message d'Emily Hart. Objet. Projet pilote de zone silencieuse pour le système de climatisation. Première ébauche jointe. J'aimerais également avoir votre avis sur ma phrase d'introduction. Que voit l'équipe de nuit que nous ne voyons pas? Il l'a lu 2 fois. Non seulement elle avait rédigé une proposition formelle, mais elle l'avait citée. Le lendemain, Émilie se tenait au fond de la salle de réunion, observant silencieusement un chef de service passer en revue les indicateurs trimestriels. Sur la présentation, des flèches rouges pointaient vers le bas. Son équipe était mal à l'aise. Au lieu d'analyser les chiffres, Émilie a posé une question différente. Que voit l'équipe de nuit que nous ne voyons pas? La salle est restée silencieuse pendant 3 secondes. Puis une main s'est levée. Un jeune analyste des opérations de données. Il voit quand les colis s'accumulent devant la suite 103, parce que la plage de livraison ne correspond pas à l'effectif. Cela affecte probablement l'accès des clients. Une autre voix s'est jointe à la conversation. Ils ont enregistré manuellement les perturbations du système de climatisation à partir de 6 heures du matin. Ces données ne sont pas saisies dans nos tableaux de bord. Émilie a souri. Réglons ça. Dimanche soir, 18h22. Émilie est arrivée en retard pour aller chercher Mia à l'école. Le soleil était couché, projetant une lumière dorée sur le parking. Mia se tenait près de la porte, son sac à dos à la main, les poings serrés. Son enseignante s'est approchée d'Émilie avec un sourire hésitant. Elle a eu un moment difficile aujourd'hui, une surcharge sensorielle. Mais la musique l'a aidée. La musique? A demandé Émilie. L'enseignante a acquiescé. Elle a commencé à tapoter son bureau en rythme. L'une des aides a joué des boucles acoustiques douces sur son téléphone et Mia s'est calmée. C'était magnifique. Émilie a dégluti. Plus tard dans la soirée, elle s'est assise sur son canapé, son ordinateur portable ouvert. Et sans vraiment savoir pourquoi, elle a ouvert un nouvel email à David Hale. Objet, demande d'outils musicaux. Pourriez-vous me suggérer 2 ou 3 exercices rythmiques pour débutants visant à réguler l'audition que je pourrais essayer avec Mia si vous avez le temps? 2 heures plus tard, une réponse est arrivée. Bien sûr. Commencez par celui-ci. Applaudissez doucement à 60 BPM, puis fredonnez en suivant le rythme. Ne dépassez pas 2 minutes. Ne vous mettez pas la pression. Répétez simplement. Un rythme sûr est plus important que les résultats. Elle lut le message 3 fois. Puis, elle prit un stylo et nota les instructions sur un post-it pour elle-même. De retour dans le bâtiment, les RH réorganisaient discrètement la supervision afin d'éliminer tout conflit d'intérêts. Laïa, la responsable des ressources humaines, ajouta un nouvel élément à leur contrôle hebdomadaire des politiques. Les examens d'urgence doivent protéger l'intégrité anti-représailles. Pendant ce temps, David continuait à travailler tranquillement, réparant ce qu'il pouvait, sans demander de reconnaissance, se contentant d'être présent. Ce mardi-là, quand Émilie le croisa dans le couloir et lui fit un petit signe de tête, il lui rendit son salut. Sans un mot, mais il remarqua quelque chose dans ses yeux. Elle ne cherchait pas de défaut. Elle le voyait, pas seulement le badge, pas seulement le quart de travail, mais l'homme, celui qui, pour une fois, n'était pas invisible. Le couloir résonnait faiblement du tintement des outils et du bourdonnement lointain du système de ventilation que David Hale connaissait désormais comme sa propre respiration. Il était 3h03 du matin, un jeudi, et il était à mi-chemin de sa ronde habituelle. Il s'accroupit à côté d'un panneau de vanne au 18e étage, une lampe de poche coincée sous le bras. Une petite fuite s'était formée derrière le boîtier. Elle n'était pas encore importante, mais dans quelques heures, elle pourrait inonder la salle des serveurs. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. David l'avait vu.
Il ne l'a pas immédiatement signalé. Il n'a pas envoyé d'email à l'équipe. Il l'a simplement réparé, parce que c'était son travail. Au même moment, à l'autre bout de la ville, Emily était assise dans son bureau à domicile, lisant un autre email de Conrad Blake. Objet: répartition du temps des cadres. Emily, votre récente augmentation d'activité non stratégique, vos visites imprévues pendant les quarts de nuit et votre suivi personnel ont suscité des inquiétudes. En tant que directeur financier, je vous recommande vivement de recentrer vos efforts sur des domaines à plus fort impact. Traduction: arrêtez de traîner avec les concierges de nuit. Vous rendez le conseil d'administration nerveux. Elle n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a cliqué sur une photo que Sophie lui avait envoyée. Un simple message pris par téléphone, collé sur une boîte à lunch, un autocollant violet en forme de note de musique et une légende griffonnée d'une écriture enfantine. Pour quand tu as peur, Sophie le lui avait donné une semaine auparavant, en souvenir de cette nuit-là. Ce moment de gentillesse résonnait encore, vendredi matin. Dans la salle de pause, Emily passa devant un tableau d'affichage qu'elle ignorait habituellement. Mais cette fois, quelque chose attira son attention. Des dizaines de petits papiers carrés, des couleurs pastel, des notes manuscrites, au concierge de nuit qui a remplacé le lait dans le réfrigérateur. « Merci, mes médicaments devaient être conservés au frais. Au gardien de sécurité qui est resté tard quand mon Uber était en retard. Que Dieu vous bénisse. À celui qui a arrosé la plante devant la salle de conférence B. Elle est à nouveau en fleurs. Pas de nom, pas de photo, juste de la gratitude. » Emily resta immobile, puis fouilla dans son sac. Elle en sortit un petit papier plié, celui qu'elle avait écrit quelques jours auparavant et qu'elle avait gardé caché dans son portefeuille. Elle avait l'intention de l'afficher, de le dire à l'homme qui ne m'avait pas fait me sentir comme une ratée. Merci de m'avoir rappelé que la dignité commence dans l'obscurité, mais elle ne l'a pas épinglé au tableau. Pas encore. Cet après-midi-là, Lena Ortiz frappa doucement à la porte d'Emily. « Tu as une minute ?» Emily leva les yeux de son ordinateur portable. « Bien sûr, » dit-elle. Lena entra et referma doucement la porte derrière elle. « Je voudrais te soumettre une idée. Rien de public, rien d'institutionnel. Juste un geste de gentillesse. » Elle posa un dossier sur la table. Une gentillesse discrète, une proposition pilote, une reconnaissance interne. Pas de photos, pas de projecteur, juste des mots de gratitude affichés anonymement dans les salles de pause et les zones de service, sur la base du volontariat. Pas de suivi RH, pas de campagne RP. Emily ouvrit le dossier, parcourut les maquettes. Le message était simple, être vue. Discrètement, elle regarda Lena. « Qu'est-ce qui t'a donné cette idée ?» Lena hésita, puis dit « J'ai vu comment tu regardais l'autocollant que Sophie t'avait donné, et je me suis dit que certains d'entre nous en avaient peut-être assez d'être remerciés uniquement quand les caméras tournent. » Emily sourit. « Essayons. » Pendant ce temps, au sous-sol du bâtiment, David nettoyait un placard de rangement derrière la salle des machines B lorsqu'il trouva un vieux support de guitare enfoui sous un tas de rallonges électriques emmêlées. Il le sortit, le dépoussiéra et le posa près de la chaise pliante qu'il utilisait pendant ses pauses. Le lendemain matin, il joua une mélodie douce pour Sophie avant l'école. Mia, en appel vidéo depuis la cuisine d'Emily, écouta également. Elle ne dit pas grand-chose, se contentant de se balancer légèrement. Emily avait demandé 3 exercices de base. David lui en avait donné 5, chacun adapté à différents niveaux de sensibilité sensorielle. Mais ce n'était pas la précision qui importait, c'était le fait qu'elle essayait. Puis vint le murmure. Dans le bureau de la sécurité, Tom Reeves était en train de passer en revue les registres hebdomadaires lorsqu'un jeune employé lui donna un petit coup de coude. « Hé, je pense que vous devriez voir ça », lui a-t-il dit. Un fichier enfoui profondément dans les archives du serveur. Des images du gala. Test 1.pp4. C'était un clip de 12 secondes, légèrement granuleux. Un homme, grand, stable, portant une femme en robe de soirée à travers le garage. Son visage était masqué, celui de l'homme aussi, en grande partie, mais pas entièrement. Tom s'est figé. Il se souvenait de cette nuit-là. Il se souvenait du signal de sécurité intermittent. Il avait supposé que rien n'avait été enregistré. Il n'avait pas téléchargé ce fichier dans les archives de l'entreprise. Quelqu'un d'autre l'avait fait. Plus tard dans l'après-midi, Tom a signalé le fichier au service juridique et au service des relations publiques, comme l'exigeait le protocole. À 15h42, Maya Chen a reçu l'alerte et a convoqué une réunion à huis clos avec Emily, Lena et Laïa. La chaîne de conservation avait été rompue. Maya a déclaré « Nous ne savons pas qui l'a téléchargé en premier. Nous ne savons pas combien de copies existent. » Lena a soupiré.
Et si quelqu'un le divulgue à la presse, ce n'est qu'un extrait. Émilie a ajouté « Pas de son, pas de contexte ». Laïa a ajouté « Mais cela pourrait donner une fausse impression ». Émilie s'est tue, car elle savait. Cela ressemblait exactement à ce que c'était, un acte de gentillesse. Mais le monde ne récompensait pas toujours la gentillesse. Parfois, il la punissait. Cette nuit-là, David termina son service et sortit dans le calme de l'air de 4 heures du matin. Les rues scintillaient de rosée. La ville dormait. Il ne savait pas que son visage allait bientôt circuler dans un fil de rumeurs. Il ne savait pas que quelqu'un, quelque part, se demandait qui était le type qui portait le PDG. Il savait juste que la guitare l'attendrait quand il rentrerait chez lui. Et peut-être, s'il avait de la chance, Mia fredonnerait avec lui. Le nouveau tableau est apparu lundi. Il était simple, juste une surface en liège encadrée de bois, nichée dans le couloir arrière près du quai de chargement. Pas de panneau, pas d'annonce, juste une feuille épinglée au centre. Un tableau de gentillesse silencieuse. Laissez un mot. Pas de nom, pas de photo, juste des remerciements. À midi, 3 notes étaient apparues. À la fin de la journée, il y en avait 10. À celui qui a réapprovisionné le réfrigérateur de la salle de pause en lait d'avoine, vous avez sauvé mon lundi. Merci au concierge qui a réparé le distributeur de savon sans qu'on le lui demande, au gardien qui a attendu avec moi jusqu'à ce que mon taxi arrive, merci. Émilie est passée devant ce soir-là, un café à la main, ses talons plus silencieux que d'habitude. Elle ne s'est pas attardée, elle a juste jeté un coup d'œil et souri. À 7h30 ce matin-là, David avait regardé Sophie sortir en sautillant avec une boîte à lunch scintillante et la tête pleine de tresses. Il était en train de ranger sa guitare lorsque son téléphone a vibré. De la part d'Emily Hart, objet. Note sur le système de climatisation. À vos yeux seulement. Note du pilote jointe. PS. Je suis passé devant le tableau des gentillesses. Je n'ai pas encore épinglé la mienne. David a ouvert le fichier. Son brouillon était direct, sans les fioritures habituelles des entreprises. La dernière ligne l'avait particulièrement marqué. Tous les impacts ne sont pas visibles, mais ils sont toujours ressentis. Il répondit simplement « On dirait quelqu'un qui apprend à écouter ». Pendant ce temps, les RH et le service juridique se réunissaient à nouveau. Maya Chen fit défiler les journaux d'accès aux archives de sécurité. « Jusqu'à présent, nous avons bloqué tous les téléchargements supplémentaires des images du gala », dit-elle. Mais la chaîne de conservation a été compromise dès que quelqu'un l'a exportée. Laïa acquiesça. Celui qui l'a fait n'avait peut-être pas de mauvaises intentions, mais l'intention ne supprime pas l'exposition. Émilie écoutait, la mâchoire serrée. Savons-nous qui y a accédé en premier ? Tom Reeves, responsable de la sécurité, se tenait maladroitement près de la porte. C'était moi. J'ai visionné un clip signalé par notre équipe junior. Je l'ai enregistré dans le dossier test destiné à être visionné plus tard. Je ne pense pas qu'il s'agisse de blâmer quelqu'un, dit Maya calmement. Il s'agit de confinement et de protocole. Conrad, le directeur financier, tapota son stylo. Et de risque. Voilà, encore ce mot. Mercredi, le tableau de gentillesse silencieuse avait doublé de taille. Quelqu'un avait commencé à laisser de petites grues en origami pliées à côté des notes. Un autre avait épinglé un dessin représentant un balai surmonté d'une petite couronne. Les gens regardaient, lisaient. Une culture était en train de changer. Pourtant, Émilie n'avait toujours pas affiché son mot. Il était dans son portefeuille, usé au coin, plié 4 fois, adressé à l'homme qui ne lui avait pas donné l'impression d'être un échec. Elle ne pouvait se résoudre à s'en séparer. Pas encore. Ce soir-là, elle a appelé David. C'était la première fois qu'ils se parlaient en dehors des heures de travail. « Salut », dit-elle. « Désolé si je dépasse les bornes. »« Ce n'est pas grave », répondit-il. « Tout va bien ?»« En fait, » soupira-t-elle, « je viens de vivre un moment étrange avec Mia. Elle a piqué une crise. Les lumières étaient trop vives. Le micro-ondes a bipé. Tout s'est précipité. Et avant même que je puisse répondre, elle s'est recroquevillée et s'est mise à fredonner. David a souri doucement, même si elle ne pouvait pas le voir. C'est son mécanisme de défense. « Je ne lui ai pas appris », a dit Émilie doucement. « Mais tu l'as fait à travers moi. » Il y a eu un silence, pas gênant, juste intense. « Elle fait de la place dans sa tête », a dit David. « La musique est comme un échafaudage. Abonnez-vous pour ne pas manquer l'issue de cette lutte silencieuse. » Émilie ne reculera pas au prochain tournant. Elle maintient les émotions en place jusqu'à ce qu'elles cessent de s'entrechoquer. Émilie laissa le silence s'étirer avant de murmurer. « Merci. » Il ne répondit pas. De rien. Il dit « Tu fais plus que tu ne le penses. » Jeudi, 8h. Tom s'approcha de Maya dans la salle juridique. « Il y a autre chose, dit-il. Un utilisateur anonyme avait posté une question sur un forum interne.
Une question vague, mais lourde de sens. Maya se pencha en avant. Tom lut « Où était le PDG cette nuit-là » À 11h12, le téléphone d'Émilie vibra. De Maya Chen, objet, présage, bavardages internes. Recommande le gel de la chaîne de conservation de tous les journaux de sécurité. Rétroactif, 14 jours. Risque potentiel. Révision de la formulation de la déclaration. Informera les relations publiques et les ressources humaines. Émilie tapota son stylo contre le bureau. Elle était censée examiner les plans d'expansion de l'usine d'Austin. Au lieu de cela, sa main se dirigea vers son portefeuille, vers le mot. Elle le déplia, le relut, puis le replia silencieusement. Elle traversa le hall et entra dans la salle de pause, près du quai de chargement. Le tableau des messages de gentillesse était presque plein. Elle regarda autour d'elle, personne en vue. Puis, d'une main sûre, elle épingla un mot vierge. Elle n'y avait rien écrit, juste un autocollant violet en forme de note de musique. Personne ne saurait que c'était la sienne, mais quelqu'un la remarquerait. Ce soir-là, David la trouva. Il ne la toucha pas. Il se contenta de la regarder. Une simple note de musique, discrète, sans prétention, mais qui chantait. Elle disait « Quel mot ne pouvais-je pas me rappeler ? Je t'ai vu. Merci. » David se détourna, gardant le silence comme un cadeau. Mais à l'extérieur de cette pièce, la question avait déjà commencé à se répandre. Qui avait porté le PDG cette nuit-là? Et dans des endroits que David ne pouvait pas voir, les gens commençaient à spéculer. Les chuchotements sont plus forts que les cris lorsqu'ils viennent de l'ombre. Et l'homme que personne n'avait vu était sur le point d'être vu. Il faisait encore nuit lorsque Émilie se gara en face de l'immeuble de David. Elle n'avait aucune raison d'être là. Pas de réunion officielle, pas d'ordre du jour, juste une envie qu'elle ne pouvait expliquer. Une douce mélodie de guitare flottait à travers la fenêtre ouverte au-dessus. Simple, répétitive, presque méditative. Elle reconnut le motif. Des gammes ascendantes lentes, des pauses douces, puis redescendantes comme un souffle. David jouait, et deux jeunes voix fredonnaient en chœur. Sophie, sans aucun doute, et Mia. Le cœur d'Émilie se serra. Elle resta dans la voiture, les mains enroulées autour d'une tasse de café tiède, écoutant sans intervenir. Juste présente. À 6h38, la porte s'ouvrit. David sortit avec Sophie, qui portait des baskets scintillantes et une barrette papillon. Mia suivait derrière, serrant une feuille de papier pliée. Ils se rendaient à l'école, discutant du jour des crêpes et se demandant si les fourmis pouvaient jouer de la musique. Émilie baissa sa vitre. « Salut !» Les filles lui firent signe. David eut l'air surpris, mais pas inquiet. « Tu es en avance ?» dit-il. Elle haussa les épaules. « J'avais besoin d'air. » Sophie se pencha vers elle. « Mia m'a montré comment écrire son nom en lettres bouclées. Tu veux voir ?» Elle tendit la feuille à Émilie. Il y avait dessus un cœur tordu, moitié bleu, moitié violet, et les mots « Sophie, c'est Mia, Butterfly Band ». Émilie sourit. « Vous formez une super équipe toutes les deux. » Les filles sourirent, puis coururent vers le minibus scolaire qui attendait au bout de la rue. David resta en arrière. « Je ne voulais pas m'immiscer, » dit Émilie. « La musique m'a attirée. » David leva les yeux vers la fenêtre. « Elles aiment commencer la journée en rythme. Ça rend tout le reste moins bruyant. » Il y eut un moment de silence. « Je me demandais, » dit Émilie, « si vous pouviez me montrer 3 autres exercices que je pourrais faire avec Mia avant l'école. » David acquiesça d'un petit signe de tête. « Bien sûr, mais tout passe par vous, jamais directement par Mia. Je respecte cela. » Il fouilla dans sa poche, en sortit un petit carnet et commença à prendre des notes. Celui-ci est simple, fredonner à 60 BPM, puis adapter la hauteur à 3 accords, du plus grave au plus aigu. Répétez 2 fois. Émilie prit délicatement le carnet. « Merci. » Ils restèrent ainsi un moment. 2 parents célibataires essayant de faire mieux dans un monde qui ralentit rarement pour eux. Avant de se séparer, David regarda par-dessus son épaule et ajouta « N'insistez pas si elle est dépassée. Une musique sûre vaut mieux qu'un progrès bruyant. » À midi, le chat interne de l'entreprise était en effervescence. Une capture d'écran floue était apparue dans un fil de discussion de groupe, montrant simplement une silhouette sombre transportant une femme, Émilie, dans un véhicule. La légende était vague, ne disant rien. Mais vous avez tous vu ça, n'est-ce pas? Si vous étiez à ma place, comment interpréteriez-vous cette image? S'agit-il d'un dépassement des limites ou d'une bonne action invisible? Donnez votre avis dans les commentaires. Nous verrons ensemble dans quelques instants où mènera cette rumeur. Ce n'était pas viral, pas encore, mais ça bougeait. Lena Ortiz a convoqué une réunion d'urgence.
Maya, Lena et Emily se sont jointes à l'appel. La vidéo est en basse résolution et coupée, a déclaré Maya, mais elle montre clairement quelqu'un portant une femme qui correspond à la robe d'Emily lors du gala. Ça pourrait être n'importe qui, a déclaré Emily d'un ton neutre. Peut-être, a répondu Lena. Mais les rumeurs prennent forme. Laïa a ajouté « Nous devons envisager d'atténuer les risques. Le protocole des RH stipule que s'il y a des spéculations autour des interactions entre la direction et les employés, en particulier en cas de déséquilibre des pouvoirs, nous menons une enquête ou publions une déclaration préventive. Je ne lance pas d'enquête sur un acte de gentillesse, a déclaré Emily. Il ne s'agit pas de gentillesse, a répondu Maya calmement. Il s'agit d'un précédent en matière de perception et de protection de l'intégrité du processus. Le silence s'est installé. Puis la voix de Conrad a retenti. Il s'était joint à la conversation tardivement. Je suggère de suspendre l'employé jusqu'à ce que la situation soit clarifiée. Emily a serré les mâchoires. Non, dit-elle. Il n'y a aucune raison valable pour cela. Et je refuse de punir quelqu'un pour avoir fait ce qu'il fallait alors que personne ne regardait, même si cela met en danger l'entreprise, demanda Conrad. Si nous sacrifions la justice pour apaiser les apparences, dit Emily d'une voix basse mais ferme, nous méritons les conséquences. Ruth Ellison, la présidente du conseil d'administration, était restée silencieuse jusqu'à présent. Ne nous précipitons pas, dit-elle. J'attends une validation complète de la chronologie et un examen par les ressources humaines. Ensuite, nous programmerons une session extraordinaire. Pendant ce temps, David n'avait rien entendu. Pas encore. Il réparait un thermostat défectueux au 12e étage lorsqu'un collègue lui montra le fil de discussion. « Mec, c'est toi ?» David cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ?» Les gens pensent que ça concerne le PDG, un gala ou quelque chose comme ça. David eut la gorge serrée. Il ne répondit pas. Il termina la réparation, referma le panneau et descendit par l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. En bas, il s'arrêta devant le tableau des gentillesses. Une nouvelle note était apparue, épinglée en plein centre. À celui qui est resté gentil alors qu'il aurait été plus facile de partir, merci. Pas de signature. Mais l'écriture lui semblait familière. Ce soir-là, Emily rédigea une note officielle à l'attention de tout le personnel, intitulée « Les valeurs avant l'apparence ». Dans les moments d'incertitude, nous sommes mis à l'épreuve non seulement par ce que nous voyons, mais aussi par la façon dont nous réagissons. Cette entreprise ne punit pas la discrétion, l'intégrité ou la gentillesse manifestée dans les coins tranquilles. Bien que nous enquêtions sérieusement sur toute violation potentielle des données, nous ne répondrons pas aux spéculations par la peur. Nous répondrons par des faits et de l'équité. Elle l'enregistra. Elle ne l'envoya pas encore. À 21h15, David a reçu un email des RH. Objet, enquête informelle, étape préliminaire. Bonjour David. En raison de la récente diffusion en ligne d'une vidéo impliquant un employé et un cadre dirigeant, nous ouvrons une enquête informelle. Vous ne faites l'objet d'aucune mesure disciplinaire. Nous vous demandons simplement de vous rendre disponible pour un entretien contextuel. Merci de votre coopération. David était assis à la table de sa cuisine, le téléphone dans une main, sa guitare dans l'autre. Sophie dormait déjà. La maison était calme. Il regarda les cordes qu'il grattait doucement. Les mêmes accords que cette nuit-là, la nuit dont personne n'était censé se souvenir. Il ne le regrettait pas, mais une partie de lui aurait préféré ne jamais avoir été vue. Et à travers la ville. Emily se tenait sur son balcon, regardant les étoiles apparaître. Elle serrait son téléphone dans sa main, puis appuya finalement sur « Envoyer ». La rumeur n'était plus une étincelle. C'était de la fumée s'infiltrant sous les portes, s'enroulant autour des fils lâches, des regards dans les couloirs et des messages privés tard dans la nuit. Personne ne le disait ouvertement, mais ce n'était pas nécessaire. Avez-vous entendu parler des images de vidéosurveillance du gala ? Le PDG et un employé des services techniques. Ce n'était pas ce qui se disait qui inquiétait Lena Ortiz. C'était la vitesse à laquelle cela se propageait. Lena entra dans la réunion de crise juridique d'Adoro AMPR avec un air déterminé. Ses notes étaient succinctes, son ton chirurgical. « Nous sommes confrontés à 2 problèmes », commença-t-elle. Premièrement, une vidéo potentiellement trafiquée qui circule dans des groupes privés d'employés. Deuxièmement, un blog tabloïd externe a publié un article teaser qui devrait être mis en ligne dans 24 heures. Titre provisoire. La nuit tranquille du PDG avec un homme tranquille. Emily n'a pas bronché. Quelles sont les images ? Des photos floues, probablement améliorées à partir de la vidéo divulguée.
Il présente cela comme un scandale, un favoritisme implicite, aucun fait réel. Maya Chen, la directrice juridique, a consulté le rapport de sécurité. La vidéo a été retirée avant que les journaux de chaîne de conservation ne soient correctement verrouillés. Elle a déclaré que les experts avaient confirmé des incohérences dans les métadonnées. Les codes temporels ont été modifiés. Le numéro d'identification de l'ascenseur ne correspond à aucun horodatage réel de cette nuit-là. Il s'agit donc d'une vidéo trafiquée. L'île Nuin l'a partiellement confirmé. Maya a acquiescé. Cela suffit pour suggérer une manipulation, mais pas pour prouver définitivement la malveillance sans enquête supplémentaire. Alors pourquoi en parlons-nous ? A interrompu Conrad Blake. Tout le monde s'est tourné vers le directeur financier qui avait les bras croisés. Nous n'avons aucune obligation de commenter les rumeurs, a-t-il déclaré. Ce que nous avons, c'est le risque, la réputation, la confiance des investisseurs, l'image de marque et la décence. Émilie l'a interrompu. Nous avons cela aussi, ou du moins, nous devrions l'avoir. Conrad s'est penché en avant. Ce n'est pas personnel, Émilie, mais la perception est la réalité. Vous, une PDG, avez été portée par un subordonné filmé. Maintenant, les rumeurs vont bon train. Vous devez vous dissocier. Maintenant, vous voulez que je le suspende. Je dis que vous devriez protéger l'entreprise en supprimant la variable. Émilie regarda Ruth Ellison, la présidente du conseil d'administration, qui s'était jointe à la conversation en silence. Ruth ne dit qu'une seule chose. Suivez la procédure normale. Ne paniquez pas. David était assis dans une petite salle des ressources humaines sans fenêtre lorsqu'il apprit la nouvelle. Émilie avait refusé la demande de suspension, mais l'enquête se poursuivrait. Une enquête officielle des ressources humaines était ouverte. L'entreprise publierait un communiqué. Il acquiesça d'un signe de tête. « Avez-vous quelque chose à dire ?» demanda gentiment Laïa. David s'éclaircit la gorge. « Je n'ai exploité personne. Je ne l'ai pas touché sans son consentement. Je n'ai pas pris de photos. Je n'ai rien demandé. Nous le savons. » Laïa répondit « Nous sommes en train de consigner tout cela. » Il fit glisser son téléphone vers elle. « Voici mes données GPS, les horodatages, les journaux de texte, l'identifiant du covoiturage, et même le mot que je lui ai laissé. J'ai le carnet original si vous le souhaitez. » Laïa prit tout cela sans expression. « Vous vous montrez incroyablement coopératif. » David avait l'air fatigué. « Je veux juste que cela cesse de lui faire du mal. » Ce soir-là, Émilie se tenait dans le hall, regardant son reflet dans la vitre. Des lignes épurées, une expression maîtrisée. PDG. Mais à l'intérieur, quelque chose tremblait. Un agent de sécurité s'approcha d'Émilie, nerveux. « Madame, quelqu'un a laissé ceci pour vous sur le tableau des gentillesses discrètes. C'était une grue en papier plié. À l'intérieur, un petit mot. La gentillesse ne devient une faiblesse que lorsque ce sont des lâches qui écrivent l'histoire. Dom, pastis, de. Pas de nom. Juste le même autocollant violet en forme de note de musique qu'Émilie avait elle-même utilisé autrefois. Le lendemain matin, l'article teaser fut publié sur un blog spécialisé. Le titre s'abstenait de toute accusation, mais les commentaires, eux, n'hésitez pas. Dynamique de pouvoir typique. Bien sûr, il est toujours employé. Elle protège quelque chose. Lena a mis son plan à exécution. Une brève déclaration ferme a été diffusée sur tous les canaux de l'entreprise. Nous sommes au courant des rumeurs qui circulent concernant 2 employés. Nous ne répondons pas aux spéculations, mais nous nous engageons à respecter la vérité, la vie privée et la procédure régulière. Il n'y aura pas d'autres commentaires avant la fin de l'enquête interne. Aucun nom n'a été utilisé, aucune photo, aucun démenti, juste ce qu'il fallait. De retour dans la salle de pause, David était assis seul. Il fixait le tableau de gentillesse silencieuse qui avait été mis à jour avec un 2e panneau. Il était désormais 2 fois plus rempli. Plus de notes, plus de dessins. Il sortit un papier plié de sa poche. Une lettre écrite ce matin-là. Sa démission. Il l'avait imprimée chez lui. Il n'en avait pas parlé à Sophie. Ce soir-là, Émilie le trouva là où tout avait commencé, au 2e niveau du garage. David se tenait près de l'ascenseur, les mains dans les poches. « Je pensais que tu viendrais ici, dit-elle. Je pensais laisser ça ici, répondit-il en lui tendant l'enveloppe. Elle l'ouvrit, lut la première ligne, puis leva les yeux. « Tu démissionnes. Je ne veux pas être l'histoire. Tu n'as pas besoin de cette distraction. Je ne veux pas que tu partes, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'être justifié, dit-il doucement. Mais je ne supporte pas d'être un handicap. Tu n'en es pas un. Il secoua la tête. Tu n'en es pas un, répéta-t-elle. Tu as fait ce qu'il fallait cette nuit-là. Chaque nuit. La voix de David se brisa. Alors pourquoi ai-je l'impression que je dois disparaître pour que tu gardes ton travail ? La réponse d'Émilie fut presque un murmure.
parce que le monde punit la bonté silencieuse lorsqu'elle menace la peur bruyante. Ils restèrent là, entourés de béton et de lumière fluorescente. Puis Émilie plia lentement la lettre et la déchira en deux. « Je n'accepte pas ça, Émilie. » Elle s'approcha, la voix ferme. « Demain, je me présenterai devant le conseil d'administration. Je dirai tout ce qui compte. Je le rendrai officiel. Nous ne punissons pas la dignité, pas sous ma responsabilité. » David la regarda, le regard indéchiffrable. Puis il dit doucement « Alors, je serai là pour l'entendre. » La matinée commença comme une convocation au tribunal. À 8h15, l'étage juridique était bouclé. Maya Chen, calme et imperturbable, avait ordonné un verrouillage d'urgence de toutes les données de sécurité du bâtiment. Toutes les caméras, tous les registres de mouvement, tous les serveurs de sauvegarde. Elle ordonna aux responsables informatiques de tout geler. Personne ne touche à un fichier tant que mon bureau n'autorise pas sa divulgation, y compris les horodatages complets de la chaîne de conservation. L'homme hésita. Même les accès exécutifs, surtout ceux-là, le ton de sa voix ne laissait aucun doute sur le fait qu'il ne s'agissait pas seulement d'un nettoyage. C'était un confinement. À 9h, Tom Reeves était assis dans la petite salle de conférence vitrée, son badge accroché à sa chemise, le visage pâle. « Je ne voulais pas causer de problème », dit-il d'une voix tendue. « C'était juste un fichier test. Je l'ai copié sur ma clé USB pour pouvoir supprimer le bruit. » Et Maya leva la main. « Vous avez transféré des images de vidéosurveillance sur un périphérique externe avant que nous ne verrouillions les données. Cela rompt la chaîne de contrôle. »« Pourquoi ?» demanda Tom en baissant les yeux. « C'était stupide. J'essayais de réparer la partie corrompue. Le problème d'horodatage. Je ne pensais pas que cela avait de l'importance, mais quelqu'un d'autre pensait le contraire. » Elle fit glisser un email imprimé sur la table. Expéditeur anonyme. Objet, acheteur intéressé. Image confidentielle. Tom cligna des yeux. Ce n'était pas moi. Non, dit Maya doucement. Mais quelqu'un à l'extérieur savait que vous aviez cette clé USB. Cette personne a proposé d'acheter le clip, ce qui signifie que votre fichier test a quitté ce bâtiment. Les mains de Tom tremblaient. Je jure que je ne l'ai pas vendu. J'ai juste... Quelqu'un a dû... Maya ferma son ordinateur portable. L'intention n'efface pas l'exposition. Vous soumettrez votre déclaration par écrit. À compter de maintenant, vos accréditations sont suspendues, en attendant examen. À midi, une note de service glissa sur le bureau de Conrad Blake. Il ne perdit pas de temps à lire au-delà du premier paragraphe du conseiller juridique, qui faisait état d'une suspension en attendant examen par le personnel. Il esquissa un sourire narquois et se mit à taper. Note de service recommandation d'atténuation des risques afin de préserver la réputation de l'entreprise et la confiance des investisseurs face aux rumeurs actuelles. Je recommande le licenciement immédiat de l'employé David Hale. Il s'agit d'une mesure préventive et non punitive. La direction doit agir rapidement pour éviter tout dommage supplémentaire. Il signa de son nom. Conrad L. Blake, directeur financier. Puis il appuya sur « Envoyer ». Lorsque la note parvint au RH, Laïa la fixa pendant 30 secondes avant de dire un mot. Son téléphone de bureau sonna 2 fois. Elle ne répondit pas. Elle imprima la note, se rendit directement dans le bureau de Maya et la déposa sur son bureau. « Dites-moi que vous n'allez pas laisser passer ça. » Maya la lut en silence. Il essaie de minimiser les risques. Laïa a croisé les bras. En enfreignant la loi, ce qui n'est pas techniquement volontaire, cela permet un licenciement sans motif valable. Cela permet également des poursuites judiciaires pour licenciement abusif. Laïa a rétorqué. Nous venons de signer une nouvelle politique anti-représailles au trimestre dernier. Tu sais ce que cela signifie? Si nous licencions David maintenant, après les rumeurs qui ont suivi sa coopération, cela ressemblera à une punition pour son intégrité. Maya se pencha en arrière. Alors, quelle est ta proposition? Une procédure régulière? Un examen complet? Les ressources humaines? Les relations publiques juridiques? Tout cela sous la supervision du conseil d'administration et non à huis clos. Maya hésita. Conrad n'aimera pas cela. Tant mieux. Laïa a dit que ce serait la première décision éthique qu'il aurait à prendre de toute la semaine. Ce soir-là, Émilie était dans son bureau, la ligne d'horizon scintillant derrière la vitre. Elle lisait des rapports depuis des heures, des déclarations, des registres, des pistes d'audit, mais rien de tout cela ne parvenait à apaiser son esprit. L'interphone grésilla. « Mademoiselle Hart », dit doucement son assistante. « Vous devriez voir ça. » Une note imprimée glissa sous la porte. « Conrad ». Les mots « licencié à volonté » sautèrent aux yeux. Émilie se leva si vite que sa chaise heurta le mur. Elle passa devant les visages stupéfaits de ses cadres supérieurs et se dirigea directement vers la salle de réunion aux parois vitrées où Conrad dictait à son assistant. « Conrad,
Il se retourna. « Émilie, ce n'est pas le moment. C'est exactement le moment. » Sa voix était calme, mais l'atmosphère avait changé. « Vous proposez de licencier un homme qui a sauvé la réputation de son PDG parce que quelqu'un d'autre a enfreint le protocole. » « Je propose de protéger l'entreprise, » dit Conrad. « Nous ne pouvons pas nous permettre ce cirque. Une rupture nette nous permet d'échapper à la tempête. » « Non, » dit Émilie, « cela vous permet de rester confortablement dans la tempête. » Il cligna des yeux. « Excusez-moi, vous préférez faire taire un homme plutôt que de le défendre. Ce n'est pas du leadership, c'est de la lâcheté en costume. » Maya intervint doucement. « Émilie, si vous voulez aller plus loin, nous devrons convoquer une réunion extraordinaire du conseil d'administration. » « Alors organisez-la, » dit Émilie. « Dans les 24 heures, » ricana Conrad. « Vous ne pouvez pas convoquer une réunion d'urgence sur un coup de tête. » « Ce n'est pas un coup de tête, » dit Émilie. « C'est une question de gouvernance. » La voix de Ruth Ellison retentit dans le haut-parleur derrière eux. Il s'avéra qu'elle était en ligne. « Vous avez mon accord, » dit-elle. « Réunion plénière demain. RH, juridique, relations publiques et finances présents. Nous écouterons tous les faits, toutes les politiques, et nous déciderons au grand jour, pas à voix basse. » Conrad se figea. Émilie ne détourna pas le regard. « Merci, Madame la Présidente, » dit-elle. De l'autre côté de la ville, dans une petite cuisine qui sentait légèrement le liquide vaisselle et le marc de café, David Hale était assis à sa table sous une seule ampoule. Sophie s'était couchée tôt, recroquevillée sous sa couverture, serrant contre elle le dessin du papillon aux ailes inégales. David ouvrit son vieux cahier, arracha une feuille et écrivit lentement, délibérément, à l'attention des RH et de la direction. « Veuillez accepter ma démission avec effet immédiat. Je ne veux pas que l'entreprise souffre à cause de moi. J'ai fait ce que je pensais être juste, et je maintiens ma décision. Mais personne ne devrait payer le prix de sa gentillesse. David Hale. » Il plia la page, la glissa dans une enveloppe et la posa à côté de sa guitare. Puis, il regarda par la fenêtre en direction de la ville illuminée. « Ne laissez pas cet endroit oublier ce qu'est le bien, » murmura-t-il. La nuit lui répondit par un murmure, et quelque part dans le centre-ville, une salle de réunion vide attendait l'aube et le jugement qu'elle apporterait. L'article fut publié à 7h46. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas d'un tabloïd. Il provenait d'un média technologique respecté, que les membres du conseil d'administration lisaient et que les investisseurs craignaient secrètement. Le genre de média qui enveloppait les rumeurs dans des données et les spéculations dans des citations provenant de sources anonymes. Le titre était une lame enveloppée de velours qui inspirait confiance ou rompait avec le protocole. L'homme discret derrière le PDG. L'image principale, un cliché granuleux tiré de la vidéo du garage, montrait la silhouette de David portant une femme en robe de chambre. Son visage était flou. Le sien ne l'était pas. Aucune légende n'était nécessaire. Le cadrage faisait tout le travail. En quelques minutes, la section des commentaires s'est enflammée. Du favoritisme classique. Tant pis pour le leadership fondé sur le mérite. Où est l'enquête des RH? On ne peut pas prêcher des valeurs et cacher son homme à tout faire. À 8 heures, les canaux Slack de l'entreprise étaient en mode verrouillé. Le service des relations publiques avait désactivé les commentaires sur les publications internes. Lena avait préparé une déclaration, mais ne l'avait pas encore publiée. Maya avait déjà soumis une demande de retrait. Cela n'avait aucune importance. Internet n'avait pas besoin de faits, il avait besoin de carburant, et il venait de lui donner du feu. David était assis sur les marches arrière de l'école de Sophie, une guitare à la main, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il avait lu l'article une fois. Pas de défilement, pas d'actualisation, pas de déni. Il appuya simplement sur le bouton de verrouillage et remit le téléphone dans sa poche. À côté de lui, Sophie était accroupie sur le trottoir, dessinant des papillons à la craie de toutes les couleurs qu'elle pouvait trouver. Ses genoux étaient poussiéreux. Son regard était concentré. Elle fredonnait. Il la regarda, la mémorisa. Dans sa veste se trouvait une enveloppe, d'un blanc immaculé, soigneusement pliée. Il avait imprimé la lettre la nuit dernière et l'avait signée d'une main ferme. Non pas parce que je suis coupable, s'était-il dit, mais parce qu'elle ne mérite pas de porter ce fardeau. Il ne savait pas si c'était du courage ou simplement une capitulation, mais c'était calme et net. Plus tard dans la matinée, alors que les enfants sortaient pour leur récréation, Sophie fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier sur lequel était dessiné un papillon. Une aile était irrégulière et ombrée de violet foncé avec le mot « réparateur ». L'autre était d'un bleu doux et plus arrondi avec le mot « guérisseur ». « Pour toi ?» dit-elle, « au cas où tu oublierais. » David cligna des yeux. Il ne dit pas merci. Il plia simplement le dessin et le glissa dans l'enveloppe. Quoi qu'il arrive ensuite,
Il devait se souvenir de qui il était avant que le bruit ne commence. Émilie se gara sur le parking de l'école juste avant midi. Elle était venue sans plan, guidée uniquement par son instinct. Elle aperçut David sous l'orme, assis sur le banc, sa guitare sur les genoux. Un petit groupe d'enfants était assis devant lui, les jambes croisées dans l'herbe, les mains sur les zips de leur veste, applaudissant doucement au rythme de sa mélodie. Mia était assise parmi eux, pas très loin, sans se cacher, plus près que d'habitude. Émilie se figea, la main sur la portière de sa voiture. La chanson ne lui était pas familière. Elle n'était pas dramatique, mais elle était rassurante, prévisible, une succession de notes comme des pas sur une terre molle. Elle connaissait ce rythme, c'était la confiance. Lorsque la cloche de la récréation sonna et que les enfants se dispersèrent, Émilie s'approcha. David ne sembla pas surpris. « Tu es venu » dit-il doucement. « Je devais le faire. » Elle s'assit à côté de lui. Le vent faisait bruisser les feuilles au-dessus d'eux. Au loin, une cloche sonna à nouveau. Émilie inspira lentement. Cet article est cruel. David acquiesça, mais sans surprise. « Tu ne méritais pas ça. Ce n'est pas une question de ce que je mérite, dit-il d'une voix calme. C'est une question de protection des personnes qui me sont chères. » Il fouilla dans son manteau et en sortit l'enveloppe. Son nom était tapé sur le devant. Émilie la prit. Ses mains tremblaient avant même de toucher le sceau. Elle l'ouvrit et parcourut la première ligne, puis s'arrêta. « Non. » David soupira. « Émilie, non. » Elle répéta, d'une voix plus ferme. « Pars maintenant. Ils auront gagné. Je n'essaie pas de gagner. C'est toi qui essaies. Tu gagnes discrètement depuis le jour où je t'ai rencontré. La façon dont tu te présentes, la façon dont tu protèges les gens sans jamais t'en attribuer le mérite. » Il baissa les yeux vers l'herbe. « Je ne veux pas que mon nom, dit-il doucement, devienne ton fardeau. » Émilie se leva. Puis, après mûre réflexion, elle déchira la lettre en deux. Une fois, puis une autre. David fixa les morceaux dans sa main. « Je vais entrer dans cette salle de réunion demain, dit-elle, et je ne me défendrai pas. Je défendrai ce qui compte. Tu ne m'as pas seulement porté cette nuit-là. Tu as porté un étendard dont j'avais oublié que nous pouvions avoir. » Elle lui tendit les morceaux déchirés. « Tu m'as rendu ma dignité quand je ne la trouvais plus. Laisse-moi te rendre la tienne. » David ne prit pas l'enveloppe. Il ouvrit simplement la paume de sa main et la laissa tomber. Les morceaux dansèrent jusqu'au sol. Les deux moitiés d'une démission, non remise, inutile. Cette nuit-là, aucun d'eux ne dormit. David s'assit près de la fenêtre, sa guitare sur les genoux, et joua la mélodie que Sophie lui avait demandée avant de s'endormir. Il répétait sans cesse les 4 mêmes accords. Quelque part dans la ville, Émilie faisait les 100 pas dans son appartement, répétant les mots qu'elle dirait dans la salle de réunion, non pas pour les relations publiques, ni pour manipuler l'opinion, mais pour la justice. Ils étaient dans des pièces séparées, avec des histoires différentes, mais pour la première fois depuis la nuit du gala, ils ne se sentaient pas seuls. La pièce était plus froide que d'habitude, pas en température, mais en atmosphère. 12 chaises étaient alignées autour de la table en U de la salle de conférence exécutive au 40e étage. Les murs en verre dépoli filtraient la lumière grise de Seattle. Les photos d'eau étaient intactes. Une seule horloge numérique clignotait en rouge dans le coin. 14h58. Emily Hart entra, accompagnée de Lena Maya et Laia. Pas de blazer aujourd'hui, juste un chemisier bleu marine et la présence calme de quelqu'un qui avait déjà décidé qui elle était. Ruth Ellison était assise en bout de table, impassible et impénétrable. Conrad Blake, le directeur financier, était déjà assis et examinait une note imprimée. Il ne leva pas les yeux lorsque Emily entra. David n'était pas là. Il n'était pas censé l'être. « La séance est ouverte », commença Ruth. « Nous allons examiner 3 points à l'ordre du jour. Premièrement, la situation de l'employé David Hale. Deuxièmement, la procédure disciplinaire concernant les violations du protocole de sécurité. Et troisièmement, la ratification de l'initiative Quiet Kindness, gentillesse discrète, en tant que politique de l'entreprise. » Elle fit une pause. « Mademoiselle Hart, vous avez demandé à prendre la parole avant que nous passions au rapport des différents départements. » Émilie acquiesça, se leva et s'avança. Ses mains ne tremblaient pas. Sa voix n'avait pas besoin de micro. « Je ne vais pas répéter la chronologie des événements. Vous avez tous vu les rapports. Chaque dossier, chaque déclaration, chaque capture d'écran floue de quelque chose de gentil, transformé en quelque chose de suspect. » Elle regarda autour d'elle, croisant le regard de chacun. « J'ai dirigé cette entreprise à travers des acquisitions, des conflits sociaux, 2 crises de la chaîne d'approvisionnement et une pandémie mondiale. Mais rien ne m'a autant mise à l'épreuve que cela. »
Elle fit une pause, respirant calmement. J'ai été aidé discrètement, respectueusement, par un homme qui ne me devait rien. Un homme que j'avais réprimandé quelques heures plus tôt. Il n'a pas demandé de reconnaissance. Il n'a pas utilisé ce qu'il avait vu pour faire pression. Il s'est simplement assuré que je rentre chez moi en toute sécurité. Un silence s'est propagé dans la pièce. Les yeux de Maya ne la quittaient pas. Laïa observait, tel un phare. Émilie poursuivit. Depuis lors, les spéculations vont bon train. Ses propres systèmes internes l'ont laissé tomber. Quelqu'un a divulgué des images privées. Quelqu'un a essayé de les vendre. Et au lieu de nous demander comment protéger la dignité, nous avons cherché à désigner un coupable. Elle se tourna vers Conrad. Oui, nous sommes une entreprise, mais nous sommes aussi un lieu de travail. Un endroit où des êtres humains viennent avec leurs enfants, avec leurs chagrins, avec des rêves qu'ils peuvent à peine se permettre. Conrad croisa les bras. Vous voulez zéro risque, a dit Émilie. Alors nous devons accepter zéro confiance. Mais si nous voulons une culture, si nous voulons fidéliser nos employés, si nous voulons donner un sens à notre travail, nous devons protéger les gens quand les lumières sont éteintes. Et que personne ne regarde, a-t-elle ajouté en reculant avant de conclure clairement. Si nous punissons l'homme qui a fait ce qu'il fallait dans l'ombre, nous apprenons à tout le monde à détourner le regard à la lumière du jour. Ruth tapota une fois la table du bout des doigts. Merci, mademoiselle Hart. Maya se leva à son tour. Elle présenta les résultats de l'enquête. Les images avaient été téléchargées de manière inappropriée par un membre du personnel qui n'avait pas respecté le protocole de chaîne de conservation. Bien que cet acte n'ait pas été malveillant, il avait créé une faille. Notre audit interne avait identifié la chronologie des événements et conservé tous les journaux d'accès. Des mesures correctives étaient en cours. Tom Reeves, responsable de la sécurité, n'était pas présent, mais son rapport avait été soumis. Sa rétrogradation et sa remise à niveau étaient à l'ordre du jour. Il n'avait pas été licencié. Conrad prit la parole sans préambule. « Je reconnais que l'intention était peut-être honorable, dit-il. Mais nous sommes confrontés à une situation où un employé non cadre est désormais le visage d'une crise de relations publiques. Il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit d'un précédent. Nous en créons un, que nous agissions ou non. » Laïa a répondu calmement. « Et si nous le licencions, nous violons la politique anti-représailles que nous venons d'adopter, sans parler du message que nous envoyons, à savoir que la gentillesse n'est sans danger que lorsque personne ne regarde. La tension était telle qu'on aurait pu casser du verre. » Puis Ruth a levé la main. Assez. Elle a regardé chaque membre du conseil d'administration. « Nous ne sommes pas ici pour moraliser. Nous sommes ici pour diriger. » Elle a levé 3 doigts. Voici les questions sur lesquelles nous allons maintenant voter. Premièrement, David Hale doit-il rester employé avec une protection totale dans le cadre d'une procédure régulière et sans représailles? Deuxièmement, le personnel de sécurité impliqué doit-il être sanctionné mais conservé dans le cadre d'un protocole de correction? Troisièmement, l'initiative de gentillesse discrète doit-elle être officialisée dans le cadre de la politique de l'entreprise? Le vote a commencé. Point 1, main levée, une pause, puis adopté à 7 voix contre 4. Point 2, adopté à l'unanimité, 11 voix contre 0. Point 3, la voix de Lena s'est adoucie. Nous disons tous que la culture est importante. Faisons en sorte que cela devienne réalité. Adopté par 8 voix contre 3. Après le vote, Émilie est sortie. David se tenait près de la baie vitrée près des ascenseurs, son badge toujours accroché à sa ceinture, les mains dans les poches. Il n'a pas posé de questions. Elle n'a pas parlé tout de suite. Puis elle s'est approchée et a dit doucement. « Ils ont voté pour te garder officiellement, sans condition, avec une protection totale. » David a expiré. Une seule fois. « Merci, tu ne me dois rien, dit-elle. » Il la regarda tranquillement. « Je sais. » Ils se tenaient côte à côte, regardant la ville s'étendre sous leurs yeux. Les grues, les toits, la lumière du soleil qui filtrait entre les tours de verre. « J'ai dit à Sophie que nous jouerions la chanson des crêpes demain, dit-il. Tu devrais. » Émilie se tourna vers lui. « Et je serai là. Pas en tant que PDG. » Il lui jeta un coup d'œil. « Alors, en tant que quoi ?» Elle sourit. « Pas largement, juste assez. » Comme quelqu'un qui s'était enfin souvenu de ce que devait être le leadership. De retour dans la salle de réunion, Ruth rassembla les derniers votes et se tourna vers Maya. Demande aux services juridiques et aux relations publiques de préparer un communiqué de presse. Rien d'héroïque, rien de scandaleux, juste la vérité. Maya acquiesça. Une gentillesse discrète, murmura Ruth. Il était temps de lui donner une voix. La salle n'avait rien de glamour, juste un modeste espace de conférence au 3e étage. Ses murs beiges ne contribuaient guère à rehausser l'événement. Pas de lumière,
Pas de scène, pas de podium, juste une longue table, une rangée de chaises et une petite pancarte au centre. Conférence de presse, des installations ARA, mise à jour sur la gouvernance interne. Léna Ortiz avait été très claire. Pas de bannière de marque, pas de fond LED, pas de mots à la mode comme héros ou révolution de l'intégrité. Nous ne vendons pas du spectacle, nous restaurons la dignité. La salle se remplit lentement de journalistes, locaux et quelques-uns nationaux. Aucune caméra n'était autorisée en dehors du flux officiel. Téléphones portables éteints, une seule prise. Émilie ajusta le revers de son blazer et se tourna vers la fenêtre avant le début de la conférence. Il pleuvait légèrement. D'une certaine manière, cela semblait approprié. Derrière elle, David était assis au deuxième rang. Il ne faisait pas partie du panel. Il n'était pas à l'avant. Il était simplement présent. Sophie était assise à côté de lui, coloriant une page avec un demi-papillon et une bulle qui disait « Dis ce qui compte ». À 10h02, Léna s'est approchée du micro. « Nous vous remercions de votre présence », a-t-elle commencé. « Nous ne répondrons pas aux questions aujourd'hui. Ce que vous allez entendre est notre déclaration finale. Veuillez l'écouter dans son intégralité. » Elle s'est tournée vers Émilie, qui s'est levée. Émilie a fait face à la foule avec un calme retenu. Ce n'était pas une performance, mais un règlement de compte. Il y a 3 semaines, j'ai reçu de l'aide non pas en tant que PDG, ni en tant que personnalité médiatique, mais en tant qu'être humain. Ce moment a été capturé, divulgué et transformé en quelque chose qu'il n'était pas. Elle a fait une pause. Les spéculations ont suivi. Son intégrité a été remise en question. Et pendant un certain temps, le silence de l'entreprise a laissé place à la déformation des faits. Une autre pause. Aujourd'hui, nous corrigeons cela. Elle a poursuivi, ferme mais chaleureux. Le soir en question, j'ai été désorienté après un événement professionnel. Un employé de nuit, David Hale, s'est assuré que je rentre chez moi en toute sécurité. Il n'a pris aucune photo, n'a demandé aucun crédit, a laissé une bouteille d'eau, 2 vitamines et une note manuscrite qui disait simplement « Vous n'avez pas besoin d'être parfaite, soyez simplement gentil », murmura-t-il dans la pièce, certains baissant les yeux. Émilie a continué. Ce mot m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, que le leadership ne se mesure pas au moment de gloire, mais au moment discret, et que la gentillesse, la vraie gentillesse, n'a pas besoin d'être vue pour être réelle. Léna a repris le micro. Conformément à l'examen interne et aux conclusions de l'enquête, l'entreprise confirme qu'aucune politique n'a été violée par M. Hale. En fait, nos systèmes l'ont laissé tomber en raison d'une défaillance dans la gouvernance des données et les contrôles de confidentialité. Elle a fait un signe de tête à Maya, qui a pris la parole. Des mesures disciplinaires ont été prises, a déclaré Mia. Les protocoles de sécurité ont été révisés. L'employé qui a mal géré le dossier sera recyclé et réaffecté, mais ne sera pas licencié. Pourquoi ? Parce que cette entreprise croit en la correction plutôt qu'en la condamnation lorsque l'intention est claire et que le préjudice est réparable. Elle s'est retirée. Laïa a alors pris la parole. ARA mettra officiellement en œuvre l'initiative Quiet Kindness à partir du prochain trimestre. Elle a déclaré que celle-ci reposait sur 3 piliers. Premièrement, une formation à l'écoute pour les dirigeants, un coaching obligatoire et de l'empathie, un leadership exemplaire dans tous les départements. Deuxièmement, un fonds de bourse d'études pour les enfants des employés travaillant de nuit, en hommage à leur travail invisible. Troisièmement, une ligne de dignité, un système confidentiel permettant aux employés de signaler des actes de représailles, de manque de respect ou d'inhumanité négligée, tout en bénéficiant d'une protection. Laïa jeta un coup d'œil vers le fond de la salle, en direction de David et Sophie. « Il ne s'agit pas seulement d'un homme, dit-elle. Il s'agit de créer une culture d'entreprise où personne n'a à choisir entre faire le bien et garder son emploi. » Émilie revint au micro pour conclure. « Je ne citerai plus David Hale dans mes futures interviews. Il ne veut pas être sous les feux de la rampe. Il n'en a pas besoin. Mais je dirai ceci. » Elle regarda droit dans la caméra de la diffusion en direct. « Il nous a rappelé qui nous sommes et que ce que nous prétendons être doit désormais correspondre à la réalité. » Elle s'est retirée. Pas d'applaudissements, seulement le silence. Et après une pause, dehors, la pluie avait cessé. David est sorti, la main de Sophie dans la sienne. Aucun journaliste ne les a poursuivis, aucune photo n'a été prise. Mais un membre du personnel d'entretien s'est arrêté, lui a fait un signe de tête et lui a murmuré « Je suis content que vous soyez toujours là ». David a souri. Une seule fois. De retour à l'intérieur, Ruth a intercepté Émilie avant qu'elle ne parte. « Tu as fait ce qu'il fallait », lui a dit Ruth. « Pas seulement cette semaine,
mais depuis le moment où tu as refusé de le faire disparaître. Émilie a baissé les yeux vers son téléphone. Un message de Mia Music m'a encore aidé aujourd'hui. Merci, maman. J'avais presque oublié ce que signifiait diriger des gens, a murmuré Émilie. Pas des équipes, pas des secteurs d'activité, des gens. Ruth a souri doucement. Eh bien, bienvenue parmi nous. Ce soir-là, David a reçu un SMS d'Émilie. Merci, pour la dernière fois. Pas de caméra aujourd'hui, pas de confusion, juste la vérité. Merci d'avoir tenu bon quand tout était sombre. Je ne l'oublierai jamais. Il ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte coulissante de sa véranda, prit sa guitare et joua les 4 premiers accords de la berceuse que Sophie lui demandait toujours. À un pâté de maison de là, Mia écoutait depuis sa fenêtre et souriait. 3 mois plus tard, le printemps avait commencé à s'installer sur Seattle, non pas de manière spectaculaire, mais en douceur. L'air était chaud par endroits. Les feuilles étaient revenues timidement au début, puis avec assurance. Au siège d'Atara, juste après le hall d'entrée, une installation permanente se trouvait désormais le long du mur du couloir ouest. Un tableau en bois verni, doucement éclairé, était recouvert de notes épinglées et de grues en papier plié. Au-dessus, une seule ligne gravée dans le laiton. Gentillesse discrète. Laissez un mot. Pas de nom, pas de crédit, juste la vérité. Le tableau s'est rempli plus vite que prévu. Un livreur a été remercié d'avoir attendu 3 minutes de plus pour qu'une mère puisse aller chercher la boîte à lunch de son fils. Un agent d'entretien pour avoir remplacé toutes les ampoules avant la visite des nouveaux employés. Un serveur de cafétéria qui se souvenait toujours du plateau des enfants allergiques. Personne ne se vantait, mais tout le monde lisait. Dans une petite cour nichée derrière le bâtiment, la musique flottait dans l'air. 2 jeunes filles étaient assises sur des chaises pliantes sous un arbre. Sophie au ukulélé, Mia au clavier. Ensemble, elles jouaient un air simple, mi-laï, mi-jeu rythmique. Le genre de musique qui n'avait pas besoin de paroles, car on pouvait en ressentir le sens. Les employés se tenaient à proximité, un verre de limonade à la main. Certains étaient assis sur des couvertures de pique-nique. D'autres s'appuyaient contre les balustrades. Tous faisaient une pause. Émilie se tenait juste à côté, la main posée doucement sur son cœur. Pas en tant que PDG aujourd'hui, mais en tant que maman, en tant que témoin. David se tenait à quelques mètres, les yeux fixés sur les mains de la fille, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Leur fille jouait de la musique ensemble. Pas d'objectif thérapeutique, pas de poursuite d'étapes importantes, juste de la joie. Après la dernière note, des applaudissements ont retenti, pas bruyants, mais sincères. Mia a levé les yeux vers sa mère, qui lui a murmuré silencieusement « Tu as été formidable ». Sophie a rayonné. Nous nous appelons le groupe des papillons. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a épinglé une affiche colorée au crayon sur le tableau de la gentillesse silencieuse, avec le même nom. David s'est tourné vers Émilie. « Tu sais ce qu'elle a demandé ce matin ?» a-t-il dit. Sophie a demandé si les papillons savent quand ils volent ou s'ils pensent encore qu'ils rampent. Émilie sourit, de ce sourire doux qui prend des années à gagner. « Qu'est-ce que tu lui as répondu ?» Parfois, on ne sait pas qu'on a changé jusqu'à ce que quelqu'un d'autre nous dise qu'on a pris notre envol. À 10h le lendemain, Émilie se présenta à la porte de David. Même porche brun, même lumière douce filtrant à travers les arbres. Elle portait 2 tasses de café, chaudes cette fois-ci. David ouvrit la porte, vêtu d'un t-shirt gris légèrement froissé. Sa guitare était appuyée contre le mur, juste à l'intérieur. « Bonjour », dit-elle. « Tu apportes toujours du café quand tu as quelque chose d'important à dire. Peut-être que j'aime simplement le café. » Menteur. Il sourit. Elle prit une inspiration. « Je ne suis pas venu ici pour t'offrir une promotion ou te remercier. Tant mieux. Je suis venu parce que j'ai réalisé quelque chose. » Il attendit. « Je continue à me présenter à ta porte, » dit-elle. D'abord dans l'obscurité, maintenant à la lumière du jour. Il est peut-être temps que je le dise clairement. Elle tendit la tasse. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais si la gentillesse est quelque chose sur laquelle nous pouvons bâtir une entreprise, c'est peut-être aussi quelque chose sur laquelle nous pouvons bâtir autre chose. David prit la tasse entre ses doigts, effleurant les siens. Il ne se précipita pas, puis il hocha la tête une fois. Seulement si nous respectons la règle. Quelle règle ? Ne pas se réparer mutuellement, dit-il. Nous n'en avons pas besoin. La voix d'Émilie était calme, juste se voir. Il sourit. Exactement. Cet après-midi-là, à l'intérieur du campus, la nouvelle plaque fut accrochée à côté du tableau, sculptée dans du bois d'érable en l'honneur de ceux qui font ce qu'il faut quand personne ne regarde. Que cet endroit les protège et les écoute toujours. Initiative QK 2025. Mia et Sophie trouvèrent plus tard un endroit sous l'arbre où les papillons se rassemblaient toujours.
Les deux filles collèrent le titre de leur prochaine chanson au dos d'un carnet de croquis. Brave Notes. Elles ne savaient pas ce que cela donnerait. Elles savaient juste que c'était à elles. De retour sous le porche de David, Émilie s'assit à côté de lui sur les marches. Pas de précipitation, pas de performance. Le chant des oiseaux filtrait à travers les feuilles. « On m'a demandé de prendre la parole lors d'un sommet sur le leadership le mois prochain, dit-elle. Tu y vas ?» Elle haussa les épaules. « Seulement si je peux parler d'accords de guitare et de tableaux d'affichage dans les couloirs. » David sourit. « Voilà un discours que j'aimerais bien entendre. » Elle se tourna vers lui. « Je ne t'ai jamais remercié comme il se doit. »« Ah bon ?» répondit-il. Mais elle le regarda dans les yeux et le remercia quand même. « Merci, David. Cette fois, c'était pour tout. Pour l'avoir porté, au sens propre comme au figuré. Pour ne pas avoir besoin d'être vu, mais être toujours présent. Pour lui avoir rappelé que le silence n'est pas une faiblesse. C'est juste attendre d'être entendu. » Alors que le soleil filtrait à travers les branches et que le monde continuait comme d'habitude, ils s'assirent côte à côte, sans précipitation, sans besoin de définir quoi que ce soit. Juste deux personnes suffisamment guéries pour cesser de survivre et suffisamment courageuses pour commencer à vivre. Et quelque part en arrière-plan, une douce mélodie reprit. Pas la première chanson, pas la dernière, juste la suivante. Parfois, les actes de gentillesse les plus discrets changent tout. Pas les grands gestes, pas les gros titres, mais les moments où quelqu'un choisit la compassion plutôt que la commodité.